Maintenant, vous avez là, je vais commencer à référer à la feuille que je vous ai distribuée. J'ai aussi 4 grands groupes de services écologiques, mais à la différence de certains de mes prédécesseurs, j'ai retiré de ces 4 grands groupes-là les services de soutien. Parce que les services de soutien, c'est ce qui soutient toute la production des autres services écologiques. Pour moi, ce sont des fonctions écologiques et non pas des services écologiques. Parce que l'être humain n'est pas en relation directe avec ces services-là. Un exemple, c'est la production de biomasse. Pour moi, la production de biomasse, ça ne me sert à rien. Si c'est la production de bois, oui. La production de maïs, oui. Alors, ce sont les fonctions écologiques sous-jacentes. Alors, j'ai retiré, et je ne suis pas le seul à faire ça, l'équipe du TEEB, le grand rapport sur l'économie, est arrivée aussi à la même conclusion que ça, même si dans son rapport final, il a gardé les 4 pour être en harmonie avec les gens de l'écosystème Millennium, en tout cas, l'évaluation des écosystèmes du millénaire. Alors donc, nous avons les quatre catégories. Je vais les passer rapidement, même si Sarah nous les a présentées, plusieurs nous ont présenté. Je tenais à vous les lire. Alors, moi, j'ai 44 services écologiques, répartis en 4 catégories. Genre, là, j'ai besoin d'une de mes feuilles, finalement, je les ai ici. Alors, premier, vous avez les services de régulation, Andrew les a bien expliqués, c'est ce qui empêche l'écosystème de s'emballer dans un sens ou dans l'autre, de permettre d'avoir un environnement stable où l'être humain peut s'épanouir, avoir une sécurité, avoir une stabilité. Alors, je vais vous les lire, vous les avez devant vous, je ne vais pas arrêter à chacun parce que ça sera trop long. Des fois, je donne une conférence où j'explique chacun, je pourrais vous donner des exemples, des données pour chacun. Chacun a été documenté, nous sommes à préparer un site web aussi au ministère où il y aura une capsule sur chacun de ces 44 services-là avec des références, avec, etc. Mais pour l'instant, c'est du work in progress. Alors, je vais commencer avec la régulation du climat global. C'est finalement la séquestration du carbone. Au Québec, et là je m'arrête un petit peu sur celui-là, mais je ne le ferai pas pour chacun, je vous avertis. Au Québec, nous avons parmi les plus grandes tourbières de la planète. Les tourbières, ce sont des machines à séquestrer du carbone et à empiler de la mousse de tourbe, du peat moss, qui est finalement des gros gâteaux. Nous sommes assis sur un gros gâteau de gaz à effet de serre. Tout le nord du Québec, c'est que ça. Et si ça c'est relâché dans l'atmosphère, ça va provoquer énormément de changements climatiques. Et malheureusement, les changements climatiques eux-mêmes transforment l'écologie des tourbières et certaines tourbières commencent à dégeler et à relâcher les gaz à effet de serre. Alors, c'est de notre responsabilité au Canada, là, de façon générale aussi, de bien s'assurer que ce qui est stocké là reste bien là. Régulation du microclimat. Protection contre les événements météorologiques extrêmes. Je vais en revenir tout à l'heure. Attends un petit peu, j'ai raté une page, je vais vous en parler tout de suite. Donc, ça nous protège contre les aléas du climat. Et avec un climat en changement, certaines de ces fonctions de régulation-là, certains de ces services de régulation-là, deviennent extrêmement importants pour s'adapter au changement climatique. Alors, on peut voir que dans certains... il y a un sous-ensemble de ces 44 services écologiques-là que moi j'appelle les services écologiques d'adaptation au changement climatique. Alors, je vais vous dire, c'est un peu opportuniste, parce que, je l'ai dit hier, mais il n'y a pas beaucoup d'argent pour travailler sur la biodiversité, mais il y a beaucoup d'argent pour travailler sur l'adaptation au changement climatique. Alors, on utilise ça pour dire, les écosystèmes sont très importants pour... Non, mais c'est vrai, c'est important que l'on vive dans des écosystèmes en santé, des écosystèmes qui sont résilients, parce que dans les prochaines décennies, notre climat va être déréglé, et si on a des écosystèmes fragiles, c'est les humains eux-mêmes qui vont en souffrir. Réduction des odeurs, purification de l'air. Dans les villes comme Montréal, là où il y a des arbres, on évite avec ça des maladies, des centaines de maladies qui sont évitées grâce à la forêt urbaine de Montréal et des autres villes. Purification de l'eau, dégradation des effluents liquides, des déchets qu'on rejette dans l'eau. Atténuation des inondations, des sécheresses, adaptation au changement climatique encore. Fertilité des sols, Marc nous en a parlé hier. Dégradation des matières organiques, le compostage. Décontamination des sols. On utilise maintenant les plantes pour faire la phytorémédiation, pour décontaminer, pour extraire des sols du plomb, du cadmium. Le contrôle de l'érosion, contrôle des glissements de terrain, protection des infrastructures urbaines. Dans les rues qui sont recouvertes d'arbres, l'asphalte dure 2 fois plus longtemps que dans les rues qui n'ont pas d'arbres. Sécurité routière. Dans les rues où il y a des arbres, il y a moins d'accidents. Dans les quartiers où il y a des arbres, il y a moins d'accidents.
pollinisation, réduction des ravageurs agricoles et forestiers. Hier, on en parlait avec Marc, c'est ce qu'on appelle, nous, les alliés naturels des agriculteurs. Réduction des maladies humaines. Dans un écosystème en santé, il y a moins de moustiques, il y a moins de virus, moins de parasites. Et réduction du bruit. Alors, ça termine les services de régulation. Alors, ce sont, je crois, très importants pour notre qualité de vie, pour prévenir les problèmes de santé et de sécurité. Les services d'approvisionnement, Sarah nous en a bien illustré plusieurs. Alors, donc, c'est la production de nourriture, d'eau douce, de combustible, de matériaux, d'ornements naturels, Sarah nous en a montré. Des animaux de compagnie, nos animaux, nos chiens, nos chats, ultimement, ils viennent de l'écosystème. Animaux domestiques utiles. Il n'y a pas longtemps, toute notre société dépendait de l'attraction animale, des chevaux qui faisaient fonctionner les bateaux, les taxis, même les corbillards. Les plantes et les animaux médicinaux. Monsieur nous en a parlé ce matin avec l'anguille qui est un tranquillisant. Les produits biochimiques et pharmaceutiques et les fameuses ressources génétiques qui sont l'objet de discussion en ce moment avec l'APA ou ABS là, au Palais des Congrès. Alors, je tombe aux services écologiques socioculturels. Et là, je veux répondre au premier speaker des Premières Nations, qui a des craintes un peu par rapport à ce concept de service écologique-là, parce qu'il pense que ça ne va pas chercher les considérations autochtones, la vision des Premières Nations. Et moi, je dirais que nous, on essaye, à travers cette catégorisation des services écologiques-là, de prendre en compte ces aspects-là. Alors, vous avez l'apaisement, l'effet de relaxation quand on va dans la nature. Les voies navigables, Sarah en a parlé. La récréation et le tourisme. Le paysage, la qualité du paysage. L'inspiration des artistes. On voit sur les thèmes, sur les monnaies. L'éducation. La nature est une source d'éducation. Et là, on tombe dans les valeurs peut-être un peu plus autochtones. Les systèmes de connaissances. Nos systèmes de connaissances sont fondés dans l'écosystème dans lequel on vit. Notre système à nous, au Québec, est différent de celui qui vit dans le désert, parce qu'on vit dans des écosystèmes différents, notre cerveau est structuré différent. L'intelligence géographique, comment on se repère dans l'espace, on se repère différemment selon les écosystèmes et la présence d'éléments naturels. Le sens du lieu, c'est un concept architecturel qui fait que quand tu es sur une pointe de sable en plein milieu du grand lac Jacques-Cartier, tu dis là, je suis à quelque part. Et quand tu es dans un Burger King, tu es nulle part. Les relations sociales. Hein? Les relations sociales dans un peuple de pasteurs qui vivent en Sahel, c'est très différent des relations sociales d'un village côtier où les jeunes garçons vont en mer avec leur père, ou etc. Sens d'appartenance, très important, je pense, pour les Premières Nations. Patrimoine culturel, on tombe beaucoup là-dedans aussi. Spiritualité et religion. Je n'entrerai pas là-dedans. Alors, la quatrième catégorie de services écologiques, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, j'ai pigé ça dans la littérature, ce sont les services ontogéniques. Ontogénique réfère à l'ontogénie, le développement de l'individu à partir de la fécondation de l'œuf dans le ventre jusqu'à l'âge adulte. Donc, toute la maturation de l'individu dans l'utérus et à l'extérieur de l'utérus. Si, pendant cette période-là, qui dure environ 18 ans chez l'homme, si l'enfant n'est pas en contact avec la biodiversité, il ne va pas se développer d'une façon optimale. Je commence par le système immunitaire. Si l'enfant est dans une petite bulle où il n'y a pas de virus, pas de parasites, son système immunitaire ne va pas apprendre quels sont les vrais ennemis contre lesquels il devra se débattre plus tard. Il va développer plus possiblement des allergies ou de l'asthme. Un enfant qui vit sur une ferme ou qui vit avec des animaux, ou enfin un enfant cadet qui vit dans une grosse famille où tous ses frères et sœurs lui ont amené un paquet de virus pendant des années, lui, il va avoir un système immunitaire très fort et il n'y aura probablement pas de problème de système immunitaire. Donc, très important. Il y a même des chercheurs qui ont démontré qu'en avalant des parasites, ils étaient capables de calculer que le système immunitaire restait renforcé face à ça. C'est un peu le système d'un vaccin, finalement. Et le plus intéressant pour moi, c'est le dernier que je regardais pour le dessert, c'est le développement psychosocial des enfants. Alors là, de plus en plus, on constate que, et là je vais vous lire ici, un contact régulier avec la nature procure de profonds effets sur le bien-être psychologique, un fonctionnement cognitif supérieur, moins de maladies et un rétablissement plus rapide. Il réduit le stress des enfants
améliore la capacité de concentration des enfants hyperactifs et augmente la confiance en soi. Les enfants en contact avec la nature sont plus concentrés, plus disciplinés. Leur sensibilité, leur raisonnement, leur sens de l'observation sont plus aiguisés. Leur imaginaire, davantage stimulé. Leur coordination, leur équilibre, leur agilité sont meilleurs, de même que leur capacité langagière, de socialisation et de coopération. Alors ça, c'est très fort. Et ça a motivé même notre ministère à dire oui, ça doit être une orientation importante de notre stratégie. Ça doit être et j'ai l'aval de mes patrons pour essayer de favoriser cette reconnexion-là avec la nature, avec les enfants. Et là, on parle du déficit nature. C'est un terme qui a été inventé par Richard Louv, auteur de Last Child in the Wood. Et maintenant, nous avons notre propre Richard Louv québécois qui s'appelle François Cardinal, qui vient de publier un livre qui s'appelle Perdu dans la nature. Ça fait 2 semaines qu'il est sorti. Sans la nature. Ah, excusez-moi, Perdu dans la nature, oui. C'est moi qui ai perdu. Perdu sans la nature. Alors, il reprend finalement ce que je vous ai dit, c'est que c'est important de reconnecter nos jeunes avec la nature. On a, M. Joglaff hier le même dit au souper, les enfants ils vont moins jouer dehors. Ils sont connectés sur la réalité virtuelle. Ils n'ont plus de temps, ils sont dans des cours de ci, des cours de ça. Alors, il faut reconnecter nos jeunes avec la nature si on veut que nos jeunes aussi soient mobilisés vers le développement durable. Parce que s'ils sont tombés en amour avec la nature entre 2 à 8 ans, mais ensuite, vers 10-12 ans, là, on pourra les sensibiliser et les mobiliser vers des actions concrètes pour l'environnement et le développement durable. Et l'évaluation des écosystèmes du millénaire, et M. Joglaff le dit hier aussi dans le GBO Tree, on a raté notre objectif 2010. On n'a pas réussi à arrêter le rythme de perte de biodiversité. Et malgré tous les efforts que tous vous autres avez faits, que nous aussi on a fait, on n'a pas réussi. Il faut constater donc que ça prend des nouveaux moyens. Ce qu'on a fait, c'était bon. Si on n'avait pas été là, ça aurait été pire. Mais ça prend des nouveaux moyens. Quels sont-ils? J'en retiens 2. Intégrer la biodiversité dans le système économique, donc toute la question de valorisation des services écologiques. Et le deuxième, c'est intégrer la biodiversité dans les valeurs émotives, les valeurs psychologiques et philosophiques. Il faut qu'on redonne à la nature la valeur qu'elle a vraiment. On se bat contre des machines économiques immenses qui nous disent l'important, c'est pas la nature, voyons ça, il n'y a personne qui fait de l'argent avec ça. C'est d'autres choses, mais il faut qu'on redonne cette valeur-là. Il faut qu'on dise à nos enfants, c'est important d'aller prendre ton bain de nature à chaque semaine. J'ai pas terminé encore, mais ça achève. Alors, nous avons un colloque qui va se dérouler le 4 et 5 novembre prochain. Il y a l'affiche là, il y a des dépliants aussi dans l'entrée, qui s'appelle « La nature a-t-elle sa place en éducation pour une pédagogie de la biodiversité ». Alors, à ce colloque-là, il va y avoir... on va parler de la perte de biodiversité, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'enrayer. On va parler aussi de cette relation-là entre l'enfant et la nature. Et on va essayer de donner des outils, des moyens, des trucs aux éducateurs, aux professeurs, aux parents pour reconnecter les jeunes avec la nature. Et lors de cette colloque-là, il y aura une déclaration, plutôt un appel à l'engagement qu'on a rédigé cette semaine avec Kathleen, qui va vous en parler plus dans l'atelier qui s'en vient sur le déficit nature. Elle va vous en parler un peu plus. Elle était là, Kathleen aussi. Donc, on va probablement solliciter votre réseau pour venir supporter cet appel à l'engagement-là. Parce qu'il faut qu'on prenne ça au sérieux. Et ça inclut, il faut qu'on mobilise tous les acteurs de la société. Nous, on prétend que si on investit, par exemple, $1 million pour amener les jeunes en autobus à chaque semaine dans la nature, on va économiser $2 millions en frais de santé, en frais psychologiques, en pilules et en docteurs et tout ça. Alors, c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est notre défi dans les prochaines années.